Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, bonne année. Je vais essayer de tenir le temps. Donc, la sclérodermie systémique, j'ai mis mes conflits d'intérêts parce qu'on évoque des thérapeutiques, surtout sur la fin du topo. Et donc, mon exposé va être le suivant. Après une introduction et les éléments qui permettent de faire le diagnostic, je vous parlais des formes de la maladie et surtout de la physiopathologie pour finir par les questions non résolues. Et pour commencer, je vous présente un peintre que vous connaissez bien, Paul Klee, qui en fait a développé une sclérodermie systémique sur la fin de sa vie, qui est décédé en 1940 dans un contexte d'insuffisance respiratoire. Et voilà un des tableaux classiques de Paul Klee. C'est pas très joyeux, hein. Il y a le mot mort dans le titre, les traits sont épais, les couleurs un peu ternes. Et en fait, juste pour vous montrer, Paul Klee n'a pas peint que des tableaux tristes comme ça. Quand il avait une trentaine d'années, c'était beaucoup plus gai. Mais vous voyez qu'en fait, les deux éléments dominants, c'est que les couleurs sont les mêmes, mais l'épaisseur des traits n'est pas la même et le thème n'est pas le même. En gros, les patients sclérodermiques ont un vrai handicap. Il n'y a pas que Renoir avec la polyarthrite rhumatoïde. Et de plus, c'est des patients qui sont volontiers tristes parce que c'est une maladie qui est pas drôle à vivre. Pas drôle à vivre parce qu'il y a non seulement une atteinte vasculaire avec un phénomène de Raynaud, donc ça c'est banal dans la population générale, mais au cours de la sclérodermie, ça donne des ulcérations des doigts, et puis ça peut atteindre d'autres vaisseaux, les vaisseaux du rein ou des artères pulmonaires, mais surtout ça va donner une fibrose de la peau qui va aboutir à des rétractions en flexion avec un handicap, éventuellement un handicap aussi lié à une insuffisance respiratoire, une fibrose pulmonaire. Bruno Crestani vous parlera de la fibrose pulmonaire dans un autre contexte. Et puis, il y a eu de l'auto-immunité. Ce n'est pas une maladie auto-immune prouvée, mais des auto-anticorps qui aident le clinicien dirigé contre le noyau des cellules avec des spécificités particulières, anti-topoisomérase 1, anti-centromère, anti-ARN polymérase 3, qui nous aident à poser le diagnostic. Alors, comment fait-on le diagnostic ? Eh bien, soit la fibrose de la peau remonte au-dessus des métacarpophalangiennes et c'est une sclérodermie systémique, soit eh bien, il y a certains critères et je vous passe en revue des photos pour vous montrer ce que sont ces patients. Des doigts boudinés et puis des doigts un peu scléreux sur une peau noire, donc avec des notes de dépigmentation, un phénomène de Raynaud sur la gauche, sur la droite des troubles trophiques des extrémités, ulcération digitale, cicatrice pulpaire. Et puis là, des phénomènes vasculaires. À gauche, quand on met une goutte d'huile au lit de l'ongle et qu'on regarde avec un microscope, un capillaroscope, on voit que par rapport à des capillaires normaux en haut à gauche, on voit des dystrophies capillaires à droite avec des hémorragies et des néovaisseaux en bas à droite. Et puis vous voyez ce patient qui est invalidé esthétiquement par des télangiectasies, des taches rouges qui sont très invalidantes, très affichantes en public. L'atteinte pulmonaire est aussi un élément qui peut aider à classer sclérodermie, soit une atteinte interstitielle pulmonaire, soit une hypertension artérielle pulmonaire, donc une maladie de l'interstitium ou une maladie des artérioles pulmonaires, éventuellement quelquefois l'association des deux. Et puis pour finir, des anticorps antinucléaires de type anticentromère ici, mais d'autres spécificités sont possibles. Donc en gros, une combinaison de ces éléments permet d'avoir 9 points et de poser classiquement un diagnostic de sclérodermie en sachant que ces critères sont plutôt des critères de classification de population globale de patients plutôt que des critères qui permettent de poser un diagnostic chez un patient donné. Et puis l'élément dominant, c'est qu'en fait, il y a deux maladies. Il y a 30% des patients qui ont une atteinte qu'on appelle diffuse, qui va en quelques semaines ou 1 an à 2 ans, remonter au-dessus des coudes et des genoux. Et donc, c'est une sclérose étendue. Et cette sclérose étendue, au départ, se caractérise par des édèmes des mains. Et c'est très important de diagnostiquer cette forme-là parce qu'elle est plus sévère et s'accompagne de manifestations viscérales. Ce que vous voyez sur ce diagramme, la forme diffuse, le score de la peau qui est en vert pique à 2 ans, puis va diminuer ensuite. Et puis les atteintes viscérales s'accumulent, l'atteinte rénale, l'atteinte musculaire, l'atteinte interstitielle pulmonaire, l'atteinte digestive basse, éventuellement l'hypertension pulmonaire. Alors que la forme limitée, en fait, c'est des gens qui ont un phénomène de Raynaud depuis longtemps, un tout petit peu de sclérose au bout des doigts, et qui vont éventuellement progresser petit à petit, mais surtout développer quelquefois des atteintes viscérales, et en particulier l'hypertension pulmonaire. Alors ça m'amène à la physiopathologie de cette maladie, avec finalement un jeu à 3 acteurs principaux. En haut, vous voyez les cellules endothéliales. Alors c'est celles qu'on a le plus de mal à cultiver dans cette maladie, mais ces cellules endothéliales sont perturbées. Elles fabriquent des formes réactives de l'oxygène, elles fabriquent un excès d'endothéline 1 qui est un vasoconstricteur, et elles ont une apoptose accrue. Et ces cellules endothéliales vont interagir avec, d'une part, les fibroblastes qui eux vont être activés, différenciés en myofibroblastes, fabriquer eux-mêmes des formes réactives de l'oxygène,
du platelet derived growth factor, du TGF-bêta, du CTGF, et puis aboutir à une sécrétion en excès de matrice extracellulaire, et puis des cellules du système immunitaire qui vont d'une part être éventuellement des macrophages, d'autre part des lymphocytes et éventuellement des cellules dendritiques plasmacytoïdes. Et ces cellules du système immunitaire vont éventuellement participer à ces mécanismes. Les lymphocytes T vont fabriquer de l'interleukine 4 dans le poumon, dans la peau. Il va y avoir éventuellement un rôle de cellules dendritiques, on le reverra. Et puis, je ne montrerai pas les données parce que c'est un article soumis pour publication, mais on vient d'avoir des données expérimentales qui montrent que le lymphocyte B ne fait pas que se différencier en plasmocytes et fabriquer des anticorps, mais le surnageant de Bétrier est capable, en stimulant les fibroblastes, de les faire proliférer et de favoriser la synthèse de matrices extracellulaires, principalement par la présence d'interleukine 6 de TGF-bêta. Donc, il y a un rôle des cellules de l'immunité spécifique. Alors, il y a eu énormément de travaux faits sur la génétique, et cette génétique, en fait, elle est représentée sur la droite ici, dans cette diapo, les facteurs environnementaux étant représentés à gauche, et l'idée, c'est qu'il y a des facteurs, comme dans toutes les maladies dites auto-immunes, génétiques et environnementaux à évaluer. En fait, ces facteurs génétiques, aucun gène n'est clairement muté dans cette maladie, et il y a un certain nombre de polymorphismes, mais les tours du génome n'ont pas permis de faire, je dirais, de découvertes importantes, pas par exemple comme dans les vascularites associées aux ANCA ou d'autres pathologies. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'un certain nombre de gènes sont des gènes associés à des manifestations auto-immunes, et je vais citer par exemple STAT4, PTPN22 qui est associé à des anomalies des cellules régulatrices, et surtout éventuellement IRF5, associé en fait à une signature interféron que vous connaissez dans le lupus, dans le syndrome de Sjögren, dans d'autres pathologies auto-immunes avec une activation B. Alors, en tant que chercheur, vous êtes très intéressé par les modèles expérimentaux. Il y en a un certain nombre dans la sclérodermie. Ce que j'ai essayé, c'est de représenter les 4 versants de la pathologie humaine. La vasculopathie, la maladie vasculaire, la fibrose, l'inflammation et les auto-anticorps. Alors vous voyez que si on essaye toujours de trouver le modèle qui colle le mieux. Si on essaye de cocher les 4 cases, eh bien dans des modèles qui sont des modèles dits génétiques, spontanés, eh bien le modèle intéressant, c'est UCD200. En fait, c'est un modèle chez le poulet qui fait une nécrose de la crête, des ergots, qui a en fait, lui, toutes les anomalies. Et bien sûr, des problèmes d'animalerie, c'est pas si simple. Sinon, dans les modèles qui sont classiquement utilisés, au début, la souris TSK1, TSK2, TSK1, duplication spontanée du gène de la fibrilline 1, et donc un modèle qui finalement s'accompagne surtout de fibrose et d'auto-anticorps. Et puis il y a des modèles qui sont des modèles acquis, et parmi ces modèles, le plus utilisé est le modèle de bléomycine, injection de bléomycine qui amène à un phénomène fibrosant. L'élément important, c'est que dans ce modèle, il n'y a pas d'atteinte vasculaire, alors qu'on pense que l'atteinte vasculaire est initiale, primordiale, phénomène d'ischémie-reperfusion, stimulant les fibroblastes à produire du collagène. Et puis, il y a d'autres modèles qui sont induits, et je mentionnerai peut-être le modèle induit par les radicaux libres. Par exemple, Frédéric Batteux à Cochin a oxydé la topoisomérase 1, injectée à des souris, et peut induire comme ça une sclérodermie systémique qui a une forme finalement assez diffuse, assez proche finalement de la maladie humaine diffuse. Et donc, aujourd'hui, le message, c'est qu'on n'a pas de très bons modèles de sclérodermie, ou en tout cas pas suffisamment aujourd'hui validés pour tester de façon tout à fait satisfaisante les thérapeutiques. Alors, la physiopathologie de l'atteinte vasculaire met en jeu tant dans l'hypertension pulmonaire que dans la crise rénale sclérodermique, dans les 2 atteintes vasculaires sévères, l'endothéline 1, ce sont des immunomarquages vasculaires sur donc des vaisseaux artériolaires pulmonaires ou des capillaires ou des artérioles rénales. Et en fait, ça nous amène à espérer pouvoir un jour utiliser les mêmes thérapeutiques que dans l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est une autre maladie, avec d'autres spécialistes, mais cette hypertension artérielle pulmonaire qui existe en complication d'un certain nombre de maladies existe dans une forme idiopathique, existe aussi compliquant la sclérodermie systémique. Et dans cette hypertension pulmonaire, il y a un certain nombre de drogues qui peuvent bloquer la voie des prostacyclines, la voie des
du NO, la voie de l'endothéline. Et puis par contre, il n'y a aujourd'hui pas de, je dirais, de très bonne drogue qui ait pu bloquer la voie du PDGF, et tout ce qui a été fait avec l'imatinib, inhibiteur de tyrosine kinase, a été malheureusement décevant. Donc notre espoir dans la sclérodermie, c'est de pouvoir utiliser des drogues, elles sont listées ici, je ne vais pas les détailler, mais qui sont actives dans l'hypertension pulmonaire pour traiter les atteintes vasculaires de la sclérodermie. Et clairement, en dehors de l'hypertension pulmonaire qui peut bénéficier jusqu'à une trithérapie, les atteintes digitales de la sclérodermie bénéficient d'un inhibiteur des récepteurs de l'endothéline, le bosantan, qui prévient les récidives d'ulcères digitaux. Et il semble que le sildenafil, le Viagra, qui est connu comme Revatio et qui est actif dans l'hypertension pulmonaire, ait aussi une activité sur les vaisseaux périphériques. Je suis inquiet, je vois que c'est écoulé déjà 20 minutes. C'est possible ça? C'est un peu bizarre. Donc en pratique, la production de radicaux libres est quelque chose de très très important, et si en fait vous arrosez des cultures cellulaires, de cellules endothéliales, de fibroblastes, de cellules HEP2 avec des sérums de patients, eh bien vous voyez qu'il y a une production d'H2O2 dans le surnageant, qui n'est pas ce qu'on observe avec les témoins, qui sont à chaque fois représentés sur la droite des patients qui sont en dot plein. Et en fait, cette diapo vous montre qu'on peut, en fonction du type de radicaux libres produits, H2O2 en haut, NO au milieu, et puis prolifération fibroblastique à droite, bloquer ces phénomènes physiopathologiques avec un certain nombre de drogues, des antioxydants à la partie supérieure qui bloquent la production d'H2O2, du bosantan à la partie moyenne qui bloque la production de NO, et puis des cytotoxiques qui bloquent la prolifération des fibroblastes. Donc on est dans un système, on ne connaît pas le trigger, il y a un phénomène d'apoptose endothéliale, de remodelage vasculaire avec une activation musculaire lisse vasculaire endothéliale, de la fibrose collagène de la paroi, avec des facteurs aggravants qui sont la production de radicaux libres favorisés par des cytokines, des facteurs de croissance et des auto-anticorps, aboutissant en une dizaine d'années à un vaisseau retréci, figé, qui ne laisse plus passer le sang et qui est à l'origine de symptômes importants. Alors, il y a des auto-anticorps dans cette maladie. Personne n'a pu prouver leur rôle pathogène définitif, le transmettre d'un individu à l'autre. Ce qui est clair, c'est qu'il y a un mimétisme moléculaire dans certains modèles montrés avec des antigènes de cytomégalovirus qui ressemblent à la topoisomérase 1, un des antigènes cibles. Il y a une activation B polyclonale. Les auto-antigènes sont fragmentés dans le contexte de l'ischémie-reperfusion, avec des néo-antigènes qui apparaissent. Et puis, les antigènes sont eux-mêmes oxydés par le phénomène d'ischémie-reperfusion et la production de formes réactives de l'oxygène. Et on est dans un contexte où il y a favorisation d'une réponse immune secondaire, anticorps médiés. Et par exemple, parmi les anticorps, on a travaillé au laboratoire en collaboration avec Marc Imbert sur les anticorps anticellules endothéliales, antifibroblastes, anticellules musculaires lisses vasculaires. Et par exemple, on a trouvé dans l'hypertension pulmonaire et dans la sclérodermie des anticorps dirigés contre le cytoplasme des cellules musculaires lisses vasculaires. On a identifié leur cible, mais surtout, on a pu montrer en fait que les IgG purifiés des patients atteints de sclérodermie ou d'hypertension pulmonaire mises sur une matrice de collagène avec des cellules musculaires lisses vasculaires coulées dedans, majoraient la contractilité de ces cellules musculaires lisses vasculaires. Et tout ça m'amène à vous présenter cette donnée qui est obtenue dans l'hypertension pulmonaire, dont on n'a pas de preuve dans la sclérodermie systémique, mais d'un follicule lymphoïde tertiaire dans l'adventice du vaisseau artériolaire pulmonaire. Et donc l'idée, c'est qu'il y aurait une réponse immune médiée spécifique dans l'adventice du vaisseau, un peu comme dans le rejet rénal chronique, un peu comme dans d'autres pathologies, et que cela pourrait faire le lit d'une réponse auto-immune dirigée vis-à-vis des composants du vaisseau. Alors il y a une part inflammatoire et fibrosante, avec surtout au départ de l'inflammation autour des vaisseaux. On a l'impression que ce sont les anomalies endothéliales et vasculaires qui initient, et puis progressivement une fibrose qui s'installe avec des dérèglements cytokiniques. Ces dérèglements cytokiniques, c'est des facteurs de croissance, TGF-bêta, CTGF, VEGF, certaines cytokines. Ces cytokines, c'est l'interleukine 4, l'interleukine 6, l'interleukine 13, des chémokines avec MCP1, et puis d'autres cytokines, mais le TNF n'est vraiment pas la cytokine de choix. Et donc cette activation du fibroblaste se fait via TGF-bêta, qui semble être une cytokine clé, et un certain nombre de stratégies ont été envisagées pour bloquer
l'activation via le TGF-bêta. Alors, dans les premières manips qui ont été effectuées, eh bien, les anti-TGF-bêta qui ont été utilisés en clinique n'ont pas permis d'obtenir une efficacité, mais c'était des essais de phase 1. Et puis, les inhibiteurs de tyrosine kinase qui ont été testés, l'imatinib, le dasatinib, n'ont pas eu d'efficacité. En clinique, la tolérance était mauvaise et surtout, malheureusement, il y a eu des hypertensions pulmonaires induites par le dasatinib chez les malades qui avaient des syndromes myéloprolifératifs. Donc on a l'impression en tout cas que les inhibiteurs de tyrosine kinase au sens large ne sont pas la stratégie thérapeutique de choix aujourd'hui dans cette pathologie. Et dans un papier récemment publié dans le Journal of Clinical Investigation, nos collègues de Boston ont traité quelques patients, 7 patients, par frésolizumab, un anticorps anti-TGF-bêta, et ont permis d'améliorer en fait le score cutané avec donc des infusions répétées de cet anticorps monoclonal. Et parallèlement à une limitation des lésions de fibrose, ils ont obtenu en effet une diminution d'un certain nombre de marqueurs d'activation fibroblastique et de diminution de la production de collagène sur des biopsies cutanées répétées. Et puis, une perspective, il y a toujours des grandes, je dirais, discussions dans la sclérodermie, et malheureusement, faire un New England n'est pas forcément une bonne chose. Il y a eu un certain nombre de publications dans le New England qui ont été ensuite invalidées, malheureusement. Donc, il y avait d'abord la théorie du microchimérisme qui, malheureusement, n'a pas été confirmée. Il y a eu après, donc le microchimérisme, c'est des lymphocytes du fœtus qui viennent chez la mère par un trafic et qui vont persister dans les lésions, en fait, dans la peau, générer des lésions avec l'idée que eh bien, c'est une maladie en fait, de greffe de cellules fétales chez l'adulte. En fait, ça a été invalidé. Après, des collègues ont montré qu'il y avait des anticorps anti-PDGF récepteurs qui pouvaient être pathogènes, mais malheureusement, 2 papiers ont invalidé cette théorie. Et là, notre collègue néerlandais Tim Radsteek a étudié le surnageant de cellules dendritiques plasmacytoïdes et par spectrométrie de masse a identifié CXCL4 comme une protéine majeure dans ces surnageants. Il a trouvé en fait que c'était les formes diffuses précoces qui étaient surtout les formes les plus productive en termes de CXCL4 et a pu, pour faire une longue histoire courte, montrer que eh bien, CXCL4 en termes de fibrose pulmonaire, en termes d'hypertension pulmonaire, en termes de diffusion de l'atteinte cutanée était un élément de mauvais pronostic qui n'était retrouvé dans les surnageants de culture ou dans le sérum d'aucun des patients ayant des maladies de diagnostic différentiel. Et en injectant à des souris le CXCL4, en fait, il arrivait à reproduire un phénotype scléreux chez ces souris. Donc finalement, l'atteinte inflammatoire, comment peut-on la cibler? On peut la cibler par des immunosuppresseurs. J'ai pris l'exemple de l'atteinte articulaire, la colchicine qui est un anti-inflammatoire vieux comme le monde et qui n'a pas de preuve d'efficacité mais qui peut permettre d'obtenir quelque chose. Un tout petit peu de corticoïdes, pas trop parce que ça favorise les crises rénales. Sur les atteintes articulaires ou musculaires, le méthotrexate qui est l'immunosuppresseur de choix dans la polyarthrite rhumatoïde et qui a une certaine efficacité. Je ne parle pas ici du mycophénolate mofétyle ou de l'endoxan qui sont les immunosuppresseurs qu'on utilise plus dans les formes diffuses, dans les fibroses pulmonaires évolutives. Et puis je vous parle là de perspectives thérapeutiques, mais certains biologiques ciblant le lymphocyte B ont fait l'objet actuellement d'essais, mais pour l'instant sans démonstration d'efficacité. Rituximab qui pourrait avoir un certain effet, surtout tocilizumab qui joue sur le récepteur de l'IL-6. Il y a un certain nombre de données pour penser que, notamment dans certaines atteintes pulmonaires, il y ait une augmentation des récepteurs de l'interleukine 6, l'abatacept éventuellement. Et puis je passe sur les autres mesures thérapeutiques. Pour en arriver, j'espère que je n'ai pas été trop long, aux questions non résolues. En fait, je dois dire qu'il y en a énormément. Je pourrais faire 10 diapos sur les questions non résolues, puisqu'aujourd'hui, il faut dire les choses, c'est la maladie, parmi le groupe des connectivites et des vascularites, de ces maladies qui sont des maladies rares et qui sont des maladies invalidantes, c'est la maladie qu'on a le plus de mal à prendre en charge. On ne sait toujours pas, comme pour beaucoup de maladies auto-immunes, pourquoi beaucoup plus les femmes. C'est 3 à 8 femmes pour un homme. Pourquoi, finalement, quel est le rôle de facteurs environnementaux? La silice, avec les mineurs de fond, est quelque chose qui a été important au départ. Aujourd'hui, c'est moins important puisqu'il y a des précautions importantes qui sont prises chez les personnes exposées. Il y a les solvants qui joueraient probablement un rôle, mais finalement, il y a des facteurs environnementaux à identifier. La génétique ayant été décevante, l'épigénétique est probablement quelque chose à fouiller. Il y a un certain nombre de travaux qui sortent. Identifier un modèle expérimental
idéale qui serait proche de la maladie humaine, éventuellement une forme diffuse, éventuellement une forme limitée. Les mécanismes qui aboutissent à l'hyperréactivité vasculaire, par exemple dans l'hypertension artérielle pulmonaire, il y a des mutations dans les formes familiales, idiopathiques, il n'y en a pas du tout dans les formes associées à la sclérodermie. Pourquoi ces malades produisent des quantités importantes de formes réactives de l'oxygène à l'échelle endothéliale ou fibroblastique? Pourquoi cette augmentation de production de matrices extracellulaires? Pourquoi tous les essais qui ont été menés avec des traitements antifibrosants prospectifs randomisés contre placebo ont été des échecs? Aucun n'a été un succès. Pourquoi? Et enfin, finalement, c'est identifier probablement des nouvelles cibles pour mettre au point des nouveaux traitements. Et je crois que je vais m'arrêter là-dessus et vous dire, voilà, il y a du boulot, il y a de quoi éventuellement mettre en place, bien sûr, des collaborations. Je vous remercie pour votre attention.